Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, merci pour cette invitation. Le Conseil scientifique de la recherche, depuis sa création, a toujours été un militant pour l'accès libre des publications et aussi, ce qui est aussi important, le partage des données. Ce que je voudrais dire dans mon exposé, c'est qu'il ne faut pas se cacher la difficulté du sujet à cause justement de l'extrême diversité de la communauté scientifique. Et alors cette diversité, elle se manifeste de beaucoup de façons différentes. Je vais en donner quelques exemples mesurés à partir de l'expérience de l'ERC. Mais je voudrais commencer par des considérations un tout petit peu générales sur justement ce que sont les publications, si on se focalise sur les publications. Parce qu'en fait, d'une discipline à l'autre, les publications prennent des formes différentes. Je donnerai des exemples tout à l'heure, mais correspondent par rapport au travail du scientifique à des choses différentes. Pour un mathématicien, un article est vraiment censé contenir l'ensemble de la preuve du résultat qui est annoncé. Dans d'autres disciplines qui sont expérimentales, simplement, ça n'est pas possible de faire ça, puisque la seule chose qu'on peut faire, c'est décrire le processus expérimental, mais on n'a pas l'appareil sous la main. Et je dois dire que toutes les fois qu'on discute de reproductibilité des résultats, c'est toujours une chose qui me préoccupe, parce qu'on sait bien que dans un dispositif expérimental, le talent des gens qui sont là, et pas seulement des chercheurs, il faut aussi des techniciens, est fondamental pour garantir que l'usage d'un instrument fournit les meilleures performances. Et donc, il ne me semble pas vrai que si on prend comme ça un équipement analogue n'importe où, on va avoir les mêmes résultats, parce qu'il y a aussi une compétence, Et donc je pense qu'il faut faire très attention quand on parle des publications, évidemment, à cette énorme diversité. L'autre chose aussi qui joue un rôle très important, toujours si on s'en tient aux publications, c'est évidemment le contexte dans lequel elles sont produites. Certaines sont vraiment déjà des résultats d'un travail abouti, et d'autres sont simplement des annonces. Et d'une discipline à l'autre, l'attitude par rapport au volume de publication n'est pas du tout la même. Je cite toujours cette anecdote parce qu'elle m'a marqué. Un de mes amis qui avait reçu un contrat de l'ERC m'annonce qu'il vient de terminer son contrat et a envoyé son rapport. Et il m'a dit, je te joins l'article, L', qui a conduit que j'ai produit grâce au contrat ERC. Cet article faisait 462 pages. Donc voilà, c'était ce qu'il avait fait en 5 ans. Par ailleurs, des résultats extraordinaires. Voilà, donc c'était un article en 5 ans. Et bon, c'était un résultat extraordinaire. Évidemment, dans d'autres disciplines, si on ne produit pas un article par mois, on n'est pas un chercheur productif. Donc forcément, ce n'est pas le même niveau d'élaboration, c'est pas la même, c'est autre chose. Et donc, je ne suis pas en train de donner un jugement de qualité, c'est simplement souligner cette diversité. Et si on oublie que toute chose qui doit aller vers la science ouverte doit tenir compte de cette diversité de façon considérable. Et ce n'est pas si facile, parce que l'autre élément que je voudrais montrer... on va le faire ici. Donc c'est sur les types de publications. Donc pour l'ERC, on fonctionne avec 3 qu'on appelle grands domaines. Le domaine des sciences de la vie, le domaine des sciences physiques et de l'ingénierie, dans lequel il y a les mathématiques, l'informatique, la chimie bien sûr, et les sciences sociales et humaines. Et donc quand on regarde maintenant justement quels types de publications sont utilisés par les chercheurs dans ces différents domaines, on se rend compte, juste en regardant la distribution, qu'elle est vraiment très très différente. Du côté des sciences de la vie, c'est quand même essentiellement des articles. Les proceedings de conférences sont quand même beaucoup moins importants. Et puis après, des livres, c'est quand même beaucoup moins important en volume. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas des choses qui contribuent de façon extrêmement décisive. Quand on regarde sur les sciences physiques et l'ingénierie, on voit déjà un équilibre assez différent. La zone verte qui correspond au proceeding de conférence est très directement liée au poids de l'informatique, dans lequel c'est le mode naturel de publication de nos collègues informaticiens. Ils font aussi des livres et des articles, mais en tout cas c'est ça. Et quand on va vers les sciences humaines et sociales, on se rend compte que là la diversité est encore plus grande, en particulier les chapitres dans un livre deviennent une contribution très importante, les monographies prennent un rôle beaucoup plus important.
Donc ça, c'était évidemment, cet échantillon, il a été fait sur un échantillon particulier qui sont les chercheurs financés par l'ERC, mais j'utilise les données auxquelles j'ai accès facilement. Mais c'est déjà une diversité suffisante. On est maintenant, pour l'ERC, quand même à peu près à 9000 contrats de recherche qui ont été distribués. Donc ça devient un échantillon intéressant et en moyenne de gens qui sont quand même très productifs. Donc ça, c'était aussi une des choses que je voulais souligner. Donc c'est que quand on parle de publication, il faut penser à toutes ces différentes formes de publication qui n'ont pas les mêmes régulations. Par exemple, les proceedings de conférence, bien sûr, sont généralement revus par des pairs, mais pas du tout suivant le même schéma que les articles qui sont soumis à des revues. Les livres, c'est encore une autre chose. Les constantes de temps pour la publication d'un livre n'est pas la même que celle d'un article, etc. Donc ça, c'était déjà la première différenciation que je voulais mettre en avant, c'est le fait que d'une discipline à l'autre, justement, le profil des publications n'est pas le même. L'autre que je voudrais souligner, qui évidemment rend la tâche, dès qu'on veut réorganiser le monde de l'accès libre, encore plus difficile, c'est cette fois toujours avec les 3 domaines, donc sciences de la vie, sciences physiques et ingénierie, sciences sociales et humaines. Eh bien, quel est le profil type d'un article publié? Combien d'auteurs par article? Alors évidemment, vous avez des domaines extrêmes, comme la physique des particules, où un article peut être signé par 1000 chercheurs et techniciens qui ont participé à la manip. Donc ça, c'est des cas absolument extrêmes. Mais même sans aller dans ces cas extrêmes, vous voyez bien que le profil du nombre de signataires d'un article, est toujours à partir de l'échantillonnage du Conseil européen de la recherche, n'est pas du tout le même. Vous voyez qu'en sciences de la vie, effectivement, le nombre d'auteurs peut aller jusqu'à un nombre très significatif, mais malgré tout, il n'y a pas de pic particulier, c'est très étalé, et ça dépend évidemment de l'environnement d'équipe dans lesquelles les gens travaillent. Dans les sciences physiques et l'ingénierie, au contraire, on a un pic autour de 3 ou 4 auteurs qui montrent que certains profils, là encore, si on allait plus profondément, c'est-à-dire si on descendait au niveau d'une discipline, comme les mathématiques ou l'informatique, on trouverait des profils un peu différents. Mais malgré tout, que par grand domaine, on voit des différences. Et alors, dans les sciences humaines et sociales, vous voyez la prédominance des publications avec un seul auteur. Et quand je dis publication, donc, si je vous rappelle, c'est toute la variété des publications que j'ai évoquées. Donc ça, c'est une chose tout à fait intéressante du point de vue, cette fois, simplement de ce qu'est une publication. Et dans ces auteurs nombreux, comme vous imaginez, ils ne sont pas tous du même laboratoire. Ça peut être des gens qui sont dans différents endroits et éventuellement dans différentes parties du monde. Ça, c'est absolument clair dans les énormes collaborations internationales que j'ai évoquées pour la physique des particules, mais c'est vrai aussi pour tout un tas d'autres collaborations. Et de ce point de vue-là, c'est un moment où le fait que l'Europe essaye de proposer un schéma, qui était donc ce qui a été évoqué ce matin avec Plan S ou Coalition S, le problème peut se poser, parce que du coup, le problème de la coopération, du fait que des articles publiés ou des publications faites par des chercheurs qui sont en Europe mais qui ont des collaborateurs dans d'autres parties du monde, si l'autre partie du monde n'adopte pas les mêmes règles, comment on gère ça? Et du coup, ça devient un problème qui peut être sérieux. Et donc tout ça d'abord pour constater que, mettons à part les sciences humaines et sociales, quand même, on est en train de parler presque toujours quand même d'un nombre très significatif de publications où il y a plusieurs auteurs. Donc ça, c'est une chose tout à fait importante. Et enfin, pas du tout pour conclure tout à fait, mais pour montrer maintenant, et là encore, je souligne que c'est une population particulière, puisque c'est la population des chercheurs financés par l'ERC, donc a priori des chercheurs pour lesquels l'accès à de l'argent pour publier n'est pas un problème, ce qui n'est pas le cas générique pour les chercheurs. Vous voyez que maintenant, si je reprends les mêmes courbes du nombre d'auteurs, mais si maintenant je m'intéresse à quel type de publication ils ont faites en termes de financement. Donc ce qui est en vert, c'est donc ce qu'on appelle l'accès libre vert. Ce qui est en jaune, c'est l'accès libre doré. Et ce qui est en rouge, c'est pas d'accès libre.
Peut-être quand même une chose que je dois rappeler, parce que c'était une chose que Jean-Éric Paquet ce matin n'a pas dit explicitement, c'est que déjà dans le programme actuel de la Commission européenne, qui s'appelle Horizon 2020, qui se termine en 2020, il y a obligation pour les chercheurs qui sont financés par la Commission européenne, il y a obligation de publier en accès libre. Donc, un tout petit bémol, les données que je vous ai données sont simplement les données auto-déclarées. Donc évidemment, ce que nous faisons au niveau de l'ERC, c'est qu'on vérifie que cette autodéclaration correspond à une réalité. On n'en est pas tout à fait là, donc ça c'est un résultat préliminaire seulement d'autodéclaration. Les premiers pointages qu'on a faits, puisqu'on a commencé à faire ce pointage, il semble que les variations entre l'autodéclaration et la réalité sont malgré tout très faibles. Donc malgré tout. Donc vous voyez que le niveau de compliance, comme on dit en anglais, le niveau de conformité, le fait que les gens aient satisfait à la règle de l'accès libre est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on est à 90% d'accès libre, en tout cas pour ce mode d'article. Et comme il y a eu des chiffres qui ont circulé sur lesquels, en fait, c'était seulement 30% des articles qui étaient en accès libre, en tout cas pour les chercheurs financés par l'ERC, c'est pas ça la situation. Alors, je dois dire que pour les chercheurs qui sont dans le rouge, là, ils ont droit à une lettre de rappel, et si nécessaire, une lettre de rappel du rappel, pour leur dire que, attention, vous n'êtes pas conforme à l'engagement que vous avez pris, qu'ils ont signé, parce que c'est dans le contrat qu'ils ont reçu, et qu'ils sont priés de prendre les mesures nécessaires. Alors, dans un certain nombre de cas, on tombe sur ce que je vous ai dit, à savoir qu'ils ont des co-auteurs, et que les co-auteurs sont dans une autre logique, et que du coup, ça devient compliqué. Parce que pourquoi imposer, quand vous êtes un auteur parmi 10 et les 9 autres ont une autre règle, que vous d'imposer votre règle? Ça devient un exercice compliqué. En tout cas, je voulais vous montrer ça pour montrer aussi, je ne l'ai pas encore souligné, mais je crois que c'est important de le souligner, vous voyez bien que la part relative de l'accès libre vert et de l'accès libre doré n'est pas du tout le même d'une discipline à l'autre. Alors, je suis mathématicien, qui ont une allergie particulière à l'accès libre doré. Donc, ça s'est, disons, noyé dans les publications de sciences physiques et ingénierie. Mais vous voyez malgré tout que la présence de l'accès libre vert est absolument dominante dans les sciences physiques et l'ingénierie. Dans le cas de la biologie, on est presque dans une situation d'égalité entre les deux. Et dans le cas des sciences humaines et sociales, malgré tout, on a, disons, pas égalité, mais en tout cas l'accès libre doré, en tout cas pour les chercheurs financés par l'ERC, joue un rôle quand même tout à fait significatif. Donc vous voyez que là aussi, c'est pour ça que je voulais donner ces données, donc je sais qu'elles ont d'abord deux faiblesses. D'abord que c'est uniquement les chercheurs de l'ERC, mais c'est les sources auxquelles j'ai accès, donc je voulais vous les présenter. Et en plus, comme je vous ai dit, l'autre biais possible, c'est que c'est de l'autodéclaration, donc il faut être vigilant et s'assurer que ce n'est pas simplement les gens satisfassent de ce qu'ils croient, mais qu'il n'y a pas des choses cachées derrière. Et le deuxième point que je voulais montrer, donc voilà, c'était les commentaires qu'il y avait sur les différents profils des différentes disciplines au sens large, sciences de la vie, sciences physiques et sciences humaines et sociales. L'autre point que je voulais faire, c'est en ce qui concerne, si on se concentre maintenant sur l'accès libre doré, voilà maintenant pour les trois domaines, donc Life Sciences, sciences de la vie, Physical Sciences and Engineering, PE and Social Science Humanities, SH. Voilà les distributions d'APC, enfin de coûts de publication dorée par domaine. Donc vous voyez que en sciences de la vie, le mode moyen de coût de publication d'un article en doré, en tout cas toujours pour la même population, qui sont ces chercheurs qui donc sont financés par l'ERC, c'est entre 1600 et 2100 euros par article. En moyenne, vous voyez la dispersion. Dans le cadre des sciences physiques et de l'ingénierie, c'est entre 1100 et 1600 euros. Et vous voyez la dispersion. Donc les montants, là, c'est le nombre d'articles, hein, c'est pas les montants. Et dans les sciences humaines et sociales, souvenez-vous que beaucoup, c'est des monographies. Le coût est beaucoup plus significatif, puisqu'on est à 2100 à 2600 euros comme coût moyen. Donc là encore, ça montre que si on veut, disons, imposer une sorte de norme sur les APC, ça ne peut pas être une solution, puisque déjà la réalité d'une discipline à l'autre est considérable. Pour avoir discuté avec une maison d'édition qui possède
des journaux dans tous les domaines, ils avaient fait un recensement auprès de leurs comités éditoriaux. D'après vous, dans votre discipline, quels sont les montants d'APC acceptables ? Et la variation, là, c'était donc des gens qui étaient déjà dans les comités éditoriaux, donc a priori des gens qui voient passer beaucoup d'articles, qui sont déjà une reconnaissance internationale. Et la fluctuation était absolument énorme, puisque ça allait, donc ils parlaient de leur environnement scientifique, ça allait de 150 € à 7000 €. Donc voilà ce qui était déclaratif par des gens à qui on posait la question, pour vous, dans votre environnement, quelles sont les sommes que les gens sont prêts à payer pour publier ? Donc voilà en tout cas un autre échantillonnage qui est celui effectivement payé par des chercheurs qui ont été financés par l'ERC. Donc c'était ça que je voulais souligner beaucoup pour dire à quel point sur ces questions d'accès libre aux publications, il me semble, en tout cas c'est le point de vue que défend le Conseil européen de la recherche, enfin le Conseil scientifique de l'ERC, c'est à quel point il est indispensable de tenir compte de la réalité du terrain, de la réalité de la pratique de la recherche dans les différents domaines, que ça amène à s'interroger comment on peut arriver à trouver quelques règles générales qui s'appliquent à tout le monde, en sachant que très souvent les communautés qui sont souvent représentées par des sociétés savantes se sont déjà organisées pour faire un certain nombre de choses. Évidemment, à côté de ça, il existe des éditeurs, évidemment, des éditeurs privés qui sont très actifs sur ce domaine et représentent un marché très considérable, enfin, ont une variété de publications très considérable. Mais le point que je voulais vraiment faire, c'était la nécessité d'avoir bien conscience de cette extrême variété dès qu'on veut proposer des solutions générales et qui forcément ne vont pas pouvoir être simplistes. Elles doivent forcément tenir compte de cette considérable diversité. Et le tout dernier point que je voudrais faire est un point qui m'a été soulevé par un certain nombre de collègues. Ça dépend fondamentalement de la gouvernance de l'institution de recherche dans laquelle vous êtes, qui est la suivante. C'est que la tradition dans son discipline, en particulier en mathématiques, c'était qu'on avait accès aux journaux par le fait qu'on allait trouver à la bibliothèque ou sur Internet. C'était ça la pratique habituelle. C'est sûr qu'introduire la pratique qu'on doit acheter son espace, donc on doit financer sa publication, change les règles du jeu. Alors d'abord parce qu'il faut avoir les moyens de payer, mais plusieurs collègues m'ont fait remarquer aussi que ça changeait assez considérablement parce qu'avant, la décision de soumettre un article à une revue était une décision qui était en fait un peu individuelle ou de petits groupes qui avaient produit l'article, mais en aucune façon elle était soumise à la régulation du directeur du laboratoire ou de quelqu'un d'autre. Brusquement, quand ça devient une décision financière significative, et dans un certain nombre de disciplines, 2000 € c'est une décision financière significative, brusquement, on se retrouve dans une logique de décision complètement différente, qui est que il y a un budget disponible et le directeur du laboratoire va devoir décider quelle est l'allocation optimale des moyens pour publier entre les différentes propositions d'articles qui sont faites. Et là, brusquement, on introduit quand même quelque chose qui est plus grand-chose à voir avec la vie scientifique des chercheurs, au moins individuellement ou en petits groupes. Alors ça, c'est beaucoup plus sensible, évidemment, dans les pays dans lesquels les ressources sont limitées. Mais je pense que ça pose un problème quand même qui est un peu de nature éthique parce que ça change la nature de la publication qui devient en fait, disons, un instrument de pouvoir entre guillemets, en tout cas entre les mains de gens qui ont une responsabilité de pouvoir. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors on a du temps pour des questions. Denis Jérôme, tu veux... Petite précision, vous parlez beaucoup qu'il y a une forte proportion d'articles ERC qui sont en open access vert. Qu'entendez-vous par vert dans ce cas-là? Est-ce que c'est avec embargo de 6 ou de 12 mois, comme la loi numérique l'avait laissé entendre, ou est-ce que, parce que dans ces cas-là, vous n'êtes pas compliant avec les directives de Bruxelles du plan S? Voilà, alors, je vous rappelle que ça, c'est des choses réelles qui existent aujourd'hui dans le cadre d'Horizon 2020, donc avec un embargo de 6 mois dans les disciplines des 2 premiers groupes et de 1 an pour les sciences humaines et sociales. Et pour le moment, je n'ai pas les éléments pour répondre à votre question, mais je pense à peu près inévitablement qu'on est dans le schéma où il peut y avoir un embargo. Là aussi, c'est une chose que je n'ai pas dite, que j'aurais pu dire. Je suis mathématicien, il m'arrive encore de faire des conférences de mathématiques, et mon expérience dans les dernières années,
toutes les fois que j'ai eu besoin d'un article, je n'ai jamais eu aucun problème à accéder à cet article. Donc pour moi, en tant que chercheur, l'accès libre, c'est une réalité de travail normale. De temps en temps, il faut que je demande à l'auteur, mais très rarement, presque toujours, j'ai accès à l'article. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que, comme toujours, la chose qui compte, c'est quand même la réalité pour le travail de la recherche. Est-ce qu'on peut accéder à ces articles ou pas? Et pour toutes les disciplines dans lesquelles il existe des bases de données de préprint, évidemment, le fait d'avoir un embargo pendant l'embargo n'a pas d'importance. Un des chiffres très importants pour les mathématiciens, c'est que l'âge moyen des articles cités dans un article de maths, c'est entre 8 et 9 ans. Donc évidemment, les embargos de 3 mois ou 6 mois n'ont pas d'impact, puisque de toute façon, soit on accède au préprint, soit de toute façon, les articles qu'on cite, ils sont déjà circulés pour de bon. La physique est à peu près dans le même schéma. Question de Marie Farge. Tu as un micro? Vu la base de données, c'est quand même pas mal. Il y aurait aussi une question intéressante à demander aux auteurs. C'est est-ce qu'ils ont dû donner leur copyright ou pas? J'insiste sur le fait que la pratique actuelle de beaucoup de publishers en gold, et moi j'étais scandalisée l'année dernière, j'ai sorti un article comme ça et j'ai découvert ce comportement. C'était la première fois où j'acceptais, bon, bref, pour différentes raisons, de payer les article processing charges, parce que justement, je refusais de signer le copyright transfer form qui était absurde, je pourrais vous le montrer, avec des clauses impossibles. Je me suis dit, bon, exceptionnellement, je paye, et là, j'ai découvert, on m'envoyait exactement le même formule de transfert de copyright, avec les mêmes clauses, simplement, ça s'appelait Open Journal Copyright, et la pratique de ce publisher, je ne vais pas le citer, mais je peux le citer si vous voulez. Comment? Non, c'est pas. C'est pas celui que vous pensez. C'est ça qui est important. Voilà, c'est pas celui que vous pensez. Et c'est donc la pratique, c'est que malheureusement, ils prétendent qu'ils protègent les droits des chercheurs contre le plagiat, contre différentes choses. Donc, il faut leur donner le copyright. C'est leur pratique normale. Alors, une chose très bien dans le plan S, le premier article dit les chercheurs ne doivent plus donner leur copyright. Donc, ça serait bien d'avoir dans cette enquête demandé aux chercheurs s'ils ont donné ou pas le copyright. Parce que s'ils ont donné le copyright, on a perdu de la propriété intellectuelle. Le chercheur n'a plus ce contrôle. Je ne sais pas répondre à ta question. Je m'excuse. Voilà ce qu'on a pour le moment disponible. Non, mais elle est à poser justement aux chercheurs. Non, mais il faut qu'on... C'est une question légitime, mais en particulier en relation avec le fait que dans le futur, on peut espérer qu'on sera dans une autre situation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah, Geneviève. Oui, la question que je me posais, c'est dans la réflexion sur la phase de transition qu'on peut voir devant nous, comment la question des abonnements, qui ont un coût, peut se redéployer de façon intéressante pour payer les coûts de façon à rendre les choses ouvertes. C'est une question très réelle. Moi, je cite toujours l'exemple irlandais dans lequel, en fait, les gens qui ont à gérer cette transition sont très inquiets parce que l'argent des souscriptions aux journaux passe par une certaine ligne budgétaire et l'argent qui serait nécessaire passe par une toute autre ligne budgétaire. Et les premiers efforts pour récupérer, faire cet argent qui, en fait, pour faire la même chose, mais différemment, change de ligne budgétaire, semblait absolument insurmontable. C'est-à-dire que d'un côté, c'était vu comme chic, on ne va pas dépenser d'argent, et de l'autre côté, il fallait trouver de l'argent qu'on n'avait pas. Alors, peut-être que sur le long terme, ça sera négociable, mais on va discuter de ça avec Mark Ferguson, qui est, comme vous savez, en charge de la fondation irlandaise de recherche. Il était très pessimiste, parce que quand il a commencé à discuter ça au niveau du gouvernement, tout en étant le chief scientist du Premier ministre, ça a été, pas question, ça appartient à des mondes budgétaires absolument séparés. Donc c'est une vraie question. Et pas si simple que ça dépend vraiment de la structure budgétaire des différents pays. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques? Oui, il y en a une. Madame de Rennes. Pour l'exposé que j'ai trouvé vraiment très très bien. Mais justement, la question soulevée sur ce que ça provoque entre les collaborations entre chercheurs européens et non européens avec des règles différentes, l'impact que ça peut avoir sur la façon de publier. C'est gênant. Et puis,
il me semble qu'il y a des ambiguïtés dans le plan S, d'après ce que j'avais lu en tout cas à un certain moment. Il y a aussi des questions premier auteur. Donc la variété aussi des pratiques, on n'a pas parlé de l'ordre des auteurs, elle varie suivant les disciplines. En maths, on a tendance à mettre, moi qui suis une mathématicienne, l'ordre alphabétique, sauf exception, on veut mettre en avant, ça m'est arrivé de voir des exceptions. Il y a des disciplines où c'est complètement différent. Et donc c'est important parce que ça change, ça peut impacter la nature même des collaborations et la dynamique des collaborations, c'est-à-dire qu'on introduit un biais dans la qualité des collaborations qui peuvent être construites. Voilà. Non, mais le problème c'est aussi une diversité dont on peut parler, il me semble. Tout à fait vrai. Je ne l'ai pas mentionné, j'aurais pu la mentionner. Ça fait partie des choses d'ailleurs pour lesquelles, au niveau de l'ERC, maintenant nous sommes bien équipés pour vérifier quand les gens soumettent des projets qu'il n'y a pas de copier-coller indu, mais aussi que l'ordre des articles est un ordre qui n'a pas été manipulé. Et on a malheureusement quelques exemples de telles manipulations qui me voient, moi, écrire des lettres aux autorités de la personne qui travaillait dans ces lieux pour leur dire c'est une pratique qui est quand même tout à fait répréhensible de changer l'ordre, quand il a un sens. La discipline, il n'a pas de sens. Non, ça c'est un vrai sujet et c'est de ce point de vue-là très important qu'il y ait eu cette consultation qui a été faite, qui a apporté énormément de contributions, on est je crois à 650, et évidemment chacun après, en fonction de son environnement réel, c'est-à-dire de la pratique de sa discipline, soulignant les conséquences possibles d'un certain nombre de recommandations ou de prescriptions qui pouvaient être incluses dans les propositions telles qu'elles existaient dans le plan S. Et j'espère vivement qu'il en sera tenu compte dans l'évolution des choses. La difficulté, c'est évidemment, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est devant cette complexité, comment fait-on pour arriver à trouver des règles générales ? Alors si on s'en tient des principes très généraux, on va y arriver. Dès qu'on va arriver à des choses un peu plus prescriptives, ça va devenir beaucoup plus difficile. Parce que ce qui est raisonnable là n'est pas raisonnable là. Et en plus, c'est vrai que, disons, avoir un impact négatif sur la capacité de collaborer n'est sûrement pas une bonne nouvelle. C'est exactement le contraire de ce qu'on veut. Je vous signale que le commissaire Moedas avait 3 O, qui étaient Open Science, Open Innovation, Open to the World. Moi, dans mon bureau, j'ai une carte du monde avec écrit en gros Open to the World. C'est sûr qu'on n'a pas envie de se trouver dans une situation où, par des règles, en fait, on empêche les gens de collaborer dans de bonnes conditions. Merci. Je pense qu'on va arrêter là la discussion et pouvoir reprendre plus tard en fin de séance. Merci encore.